Parlons de jeux de rôle aujourd'hui avec une très belle découverte, un jeu de rôle qui va être disponible ou qui est même déjà disponible sur la plateforme Lulu. On en reparlera dans un instant, comment fonctionne cette plateforme. Il s'agit du jeu de rôle Midgard et je vous propose d'en parler avec Jonathan Cohen. Bonjour Jonathan. Bonjour Xavier. Alors avant de s'intéresser à ce jeu qui, à mon avis, est très original par plein de points de vue, l'un par l'esthétique que j'ai trouvé vraiment sublime, on reparlera des illustrations et de la mise en page tout à l'heure, qui est importante, qui compte quand on lit un livre de règles. Il y a aussi l'univers, on voit quand on parle de Midgard, tout de suite ça évoque plein de choses. J'aimerais qu'on s'intéresse à vous. Comment en êtes-vous arrivé au jeu de rôle? J'imagine que c'est une passion. Vous êtes peut-être joueur tout simplement avant tout? Exactement, en fait, ça fait, je pense, une quinzaine d'années maintenant que je joue de façon plus ou moins régulière, dont 4 5 ans où j'ai commencé à vraiment devenir maître de jeu avec plusieurs amis sur des jeux vraiment connus comme Vampire la Mascarade, un de nos préférés, ou Donjons et Dragons. Et du coup, petit à petit, le désir de faire du jeu de rôle de plus en plus souvent s'est installé pour tout notre petit groupe. Et du coup, comme quasiment une grande partie des rôlistes, les règles ne nous suffisent jamais assez. Il faut toujours qu'on apporte une modification et certains passent le pas en créant leur propre jeu de rôle. C'est un peu ça? Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous plaisait pas dans le jeu de rôle? Plutôt, qu'est-ce qui me plaisait pas, je dirais plutôt qu'est-ce qui me manquait. J'avais à chaque fois que je faisais différents jeux, on va prendre Vampire par exemple, le système de combat ne me plaisait absolument pas, je le trouvais vraiment trop rébarbatif. Alors que l'histoire, le background du jeu est magnifique, le système ne s'adaptait pas vraiment à ce qui vendait, pour moi en tout cas. Et du coup, sur ce genre d'exemple, je me suis dit, ben, tiens, je vais juste faire ça pour m'amuser avec mes amis et on va voir si on peut faire quelque chose qui s'équilibre bien et qui nous correspond. Parce qu'inventer un système complet de jeu, ça implique quand même de connaître d'autres systèmes que celui qu'on a l'habitude de jouer. Oui, en fait, étant donné qu'on a joué aussi par exemple à Warhammer qui part sur du D100 ou Vampire sur du D10, Donjon sur du D20, c'est vrai que en faisant un peu un mix de tous ces différents jeux, on arrive à trouver un équilibre de ce qui nous plaît vraiment. Alors on peut parler maintenant de l'univers. Vous avez choisi Midgard. Alors pour plein de personnes, ça va évoquer bien sûr les Vikings, ça va évoquer Odin, Thor. On en parle beaucoup avec l'arrivée au cinéma de ce super-héros de chez Marvel, la série Viking aussi qui fait un tabac. Pourquoi avoir choisi cet univers scandinave et viking? En fait, c'était d'abord d'un point de vue historique et mythologique. En fait, je me suis toujours intéressé à la culture scandinave et la mythologie viking. Et j'avais lu différents textes, notamment du professeur Boyer, qui enseigne à la Sorbonne à Paris. Du coup, en lisant tous ces textes, je me suis toujours dit, j'aimerais bien faire un personnage dans un jeu de rôle qui évolue dans ce monde-là. Et donc, petit à petit, c'en est venu là. Et avec mon ami Arthur Cavanier, qui est l'illustrateur du jeu, on avait d'abord l'idée de faire une petite bande dessinée pour dire ce qui nous intéressait dans cet univers-là. Et petit à petit, ça ne nous a pas suffi et on est parti sur le jeu de rôle. Les illustrations sont très présentes, on en reparlera. J'aimerais qu'on continue à parler de cet univers. Quand on lit le livre de règles, on voit bien que c'est assez pointu sur l'univers. Vous décrivez 7 royaumes qui font de Midgard le côté humain, le pendant on va dire, de Yggdrasil ou de Asgard, pardon, le royaume des dieux. Est-ce que ça impliquait de votre part et de la part d'Arthur Cavanier des recherches poussées pour la description de l'univers? Oui, tout à fait. En fait, au début, le brouillon du jeu partait sur nos connaissances personnelles.
où j'avais donc écrit tout ce dont je me souvenais de la mythologie et j'avais commencé à écrire là-dessus. Et au début, le jeu faisait environ, enfin l'histoire plutôt, une trentaine de pages, et ce qui nous suffisait pour jouer entre amis, sauf que petit à petit, j'ai commencé à lire un peu plus les textes du professeur Boyer dont je parlais tout à l'heure, et à faire plus de recherches, et à force de rajouter et rajouter, ça a donné plus de détails et plus d'atmosphère au jeu. Voilà, donc on est arrivé à ce résultat qui nous plaît, on doit l'avouer. Alors parlez-nous un peu plus de ce royaume de Midgard qui est, je l'expliquais, le côté humain en fait, et qui est le pendant de Asgard où vivent les dieux nordiques mythologiques scandinaves. Alors en fait, dans la mythologie viking, euh, il existe différents royaumes qui sont tous reliés entre eux par l'arbre monde d'Yggdrasil. On a le royaume Midgard qui est celui des humains, on a Asgard qui est celui des dieux, on va avoir le royaume de Helheim qui va correspondre aux enfers. Voilà, il y a différents royaumes comme ça. Nous, ce qu'on a voulu faire dans ce jeu, c'est créer Midgard, mais avec l'influence de ces différents royaumes qui va impacter la façon dont vivent les humains. Donc on a différencié ces royaumes pour en faire les pendants justement de ces mondes divins. Donc ceux qui sont originaires du royaume d'Asgard en Midgard seront influencés par les dieux. Ceux qui sont originaires du royaume de Helheim seront plus influencés par les enfers. Donc voilà, ça permettait de faire, on va dire, peut-être des personnages un peu clichés, mais une fois dans le jeu, il y a un peu plus de nuances. Et donc vous avez pris aussi le courage de décrire tous les royaumes de Midgard avec leur économie, leur ville principale, les populations, les lieux importants, les familles importantes, parce qu'en fait ça va servir pour le background des personnages. Exactement. En fait, ça m'était cher parce que un de mes jeux préférés en termes de système, ça va être Donjons et Dragons. Sauf que pour jouer à Donjons, d'un point de vue background, il y en a soit pas du tout, soit beaucoup trop. Parce que ça va dépendre en fait de l'univers dans lequel on va jouer. Donc pour moi, c'était important en fait de poser tout ce qui était économie, famille, clan, tout ça, pour que le joueur puisse, rien qu'avec le livre de règles, se dire bah moi je veux jouer quelqu'un qui vient de ce royaume, qui a l'habitude de, de naviguer, par exemple, qui est un explorateur, donc qui sera plus lié à cette famille. Que ce soit assez facile et intuitif en lisant les règles et le background. Puisqu'on parle de personnages, on va tout de suite vouloir se créer un personnage, hein, c'est le propre du jeu de rôle. La création du personnage est fort simple. Il y a des attributs hein, qu'on retrouve quasiment partout, la force, l'agilité, l'endurance, le social et l'intelligence. De ces attributs découlent des capacités, 7 par attribut. Et puis après, il n'y a même pas de métier à choisir. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonné, même si c'est pas gênant. Mais je me rappelle que quand j'avais repris contact avec vous, je m'étais même demandé si c'était pas une erreur de votre part, s'il n'y avait pas un chapitre qui avait été oublié, parce que d'habitude, quand on veut faire un personnage, ben, on veut choisir son métier. Et en fait, vous avez pris un autre parti. Exactement. En fait, au début, je m'étais posé la question, est-ce que on va faire un système de classe ou pas? Et en fait, j'ai aimé l'idée que les classes ou les archétypes de personnages se construisent d'eux-mêmes en fonction des différentes capacités. C'est-à-dire que quand on va jouer sur, on va dire un jeu vidéo, on va jouer à Baldur's Gate, on prend un prêtre, ça va être très difficile d'en faire un voleur ou d'en faire un paladin par la suite. Alors que là, avec ce système-ci, si jamais on monte nos capacités, on va dire, en intelligence, rien n'empêche, avec l'expérience gagnée par la suite, de le monter en furtivité, en force, et en fait de construire un personnage qui est vraiment unique et qu'on peut vraiment s'approprier. Et qui évolue en fonction des aventures et des capacités qu'il utilise tout au long de ses aventures. Exactement. Et donc les personnages vont être voués à connaître, on va dire, plusieurs métiers suivants, ce qu'ils vont vouloir faire tout au long de leur carrière. C'est ça. En fait, peut-être qu'un personnage qui au début voulait vraiment faire un bourrin, on va dire, et qui c'est arrivé pour la campagne que j'ai faite justement.
un de mes joueurs, qui est un ami, Jérémy, que je salue, euh, avait décidé de faire un personnage vraiment viking, barbare, arme à deux mains, qui ne réfléchit pas du tout. Et petit à petit, en avançant, il a réalisé que son personnage était de plus en plus amené à devoir parler avec des représentants d'autres villes et des chefs, des jarls, ce genre de choses. Et donc il a mis petit à petit des points d'intelligence en social, et ça a fait évoluer pas seulement son personnage, mais aussi son background et la façon vraiment de jouer entière. Vous ajoutez bien sûr des origines, des connaissances, et puis il y a un système que j'aime par-dessus tout, c'est le système avantage-désavantage. C'est-à-dire que vous proposez une liste d'avantages que l'on peut utiliser, mais en contrepartie, il faut choisir des désavantages. Et du coup, ça fait des personnages qui sont un peu héroïques par certains côtés, mais avec des faiblesses. Oui, en fait, c'est ce qui donne un peu, je trouve, la saveur d'un personnage, en fait, ce qui va le rendre unique. Si un personnage va être borgne, par exemple, il pourra prendre plus de points avec un autre avantage qui sera, par exemple, être plus habile de ses 10 doigts. Mais ça aidera justement sur le background du personnage, et quand on le décrit, par exemple, en tant que mécanique de jeu, c'est vrai que quand on introduit le personnage, ça donne tout de suite plus de cachet d'avoir quelques spécificités comme ceci. Et ça inclut aussi le fait que je ne voulais pas faire de métier, parce que voilà, ça rentre dans la personnalisation que je voulais le plus libre possible. Et du coup, ça donne une saveur à ces personnalités que l'on peut créer autour de son personnage. Qui dit Midgard, qui dit Asgard, dit forcément Dieu, et donc on parle de croyance dans ce jeu. Tout à fait. Pour nous, en fait, que ce soit l'honneur ou les croyances, c'était vraiment important que ce soit représenté autant dans le lore que dans les règles. Donc chaque personnage, selon s'il agit ou pas en fonction de ses croyances, aura des avantages ou des désavantages qui l'impacteront au fur et à mesure. Mais du coup, ça permet aux joueurs de suivre une vraie ligne de conduite. On croit en tel Dieu, on le vénère, et du coup, ça implique de faire certaines choses et de ne pas faire d'autres choses. Exactement. Après, chaque personnage croira dans l'intégralité du Panthéon. Ça, on a voulu quand même le garder pour préserver l'authenticité de la mythologie viking. Cependant, qu'un personnage puisse se sentir plus proche d'un dieu. Par exemple, quelqu'un qui se sentira plus proche du dieu Thor sera plus sur le côté martial, la force. Quelqu'un qui sera plus proche de la déesse Freya aura plus un côté défensif et gardien. Alors parlons du système que vous avez choisi, des systèmes de jeu, il en existe maintenant pléthore. Vous avez opté pour le système descent. Moi, c'est un système que je trouve assez simple parce que on n'est pas tout le temps en train de lancer les dés. Un minimum suffit. C'est ça. En fait, ce que je parlais de vampire tout à l'heure, par exemple, où on a vite des sauts de dés à jeter. Le système de descente pour moi est assez simple et en même temps vraiment très efficace, parce que voilà, c'est un simple pourcentage et il permet en fait de facilement ajouter des bonus et des malus situationnels en fonction des différentes actions. Et ça permet aussi de comprendre facilement. Le système descend est vraiment à la portée de tout le monde. On sait tous que c'est qu'un pourcentage. Et du coup, faire un jet en dessous ou au-dessus d'un certain niveau décrété, c'est assez facile à comprendre, même pour les plus jeunes qui aimeraient essayer le jeu de rôle. Oui, voilà, en fait, du même principe qu'on voulait un système sans classe et qui est à la fois aussi du coup facile à comprendre, étant donné qu'on peut le personnaliser, le système de descente était aussi très accessible pour tout le monde. Et ce que je voulais aussi, c'était que le jeu puisse aussi introduire certaines personnes à l'histoire scandinave et à la mythologie viking, et donc qu'il soit aussi le plus simple possible. Parlons un peu de la magie. Quand on parle jeu de rôle et qu'on évoque les magiciens dans l'Heroic Fantasy, on voit très très bien à quoi peut ressembler ces lanceurs de sorts. Dans Midgard, la magie, c'est pas tout à fait pareil, hein.
Non, c'est un peu différent. Pour nous, en fait, les lanceurs de sorts, encore une fois, je me suis inspiré de la façon dont la mythologie viking décrivait la magie. Il y a la magie qui sera, on va dire, directement transmise par les dieux, qui est la magie runique. Donc celle-là est vraiment basée sur la forge et les inscriptions des différentes runes, où on peut en fait un peu comparer ça au parchemin qu'on peut trouver dans certains autres jeux de rôle. Et après, il y a la magie qui sera peut-être un peu plus standard avec des vrais sorciers, mais qui nécessite un état de transe. Et cet état de transe peut être trouvé de différentes façons, que ce soit la méditation ou des moyens un peu plus directs comme l'alcool ou quelques drogues, on va dire, douces. Cet univers, il ne serait pas complet sans un dernier chapitre qui sont les rencontres en Midgard. Bien sûr, les héros vont être voués à partir à l'aventure. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans cet univers? Alors, on peut rencontrer des créatures qui vont être assez communes dans les différents jeux, mais qui sont vraiment originaires de la mythologie viking. Je vais parler par exemple des trolls, qu'on va retrouver un peu partout, mais qui sont vraiment directement tirés de la façon dont a évolué la mythologie viking, sans rentrer dans les détails, après la christianisation des pays nordiques. En fait, les trolls sont l'évolution des géants, les grands ennemis des dieux. Et étant donné que les Vikings n'étaient plus croyants, on va dire, les Scandinaves, excusez-moi, n'étaient plus croyants, ils ont délaissé le côté des géants, mais en ont fait des monstres, et donc ça a donné des trolls. On va trouver des morts vivants, les drogueurs, que toutes les personnes qui ont joué à un des plus gros succès des jeux vidéo des derniers temps, Skyrim, connaîtront bien. Et beaucoup de différents esprits qui sont vraiment propres à l'univers viking. Vous avez bien sûr inclus dans ce livre de règles une première aventure, histoire de pouvoir tester directement le jeu. Est-ce que ça veut dire que dans un futur proche, il va déjà y avoir, on peut parler d'extension ou d'une communauté peut-être qui va se mettre en place pour pouvoir partager des informations ou des scénarios écrits par d'autres? On a déjà créé en fait un forum qui est disponible, le lien sur notre page Facebook. En fait, on veut justement, en effet, construire cette communauté avec un système de partage. Arthur, le graphiste, par exemple, va bientôt mettre en partage des tokens qu'il avait créés pour Roll20. On va mettre quelques scénarios, peut-être des aides de jeu comme un écran de maître de jeu. Voilà, différents petits bonus, on va dire, et peut-être dans le futur, si possible, une extension. Alors vous évoquiez Arthur, hein, Arthur Cavagné, qui est l'illustrateur de ce jeu. On ne peut pas parler de Midgard sans avoir un gros coup de cœur pour ce que vous avez fait de ce livre, qui est tout en noir et blanc, et du coup, ça met une certaine ambiance, et la mise en page est particulière. Les illustrations sont très bien travaillées, elles sont superbes. Il a une super patte, ce Arthur Cavagné. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Je connais Arthur depuis environ 20 ans maintenant. Arthur est mon plus vieil ami et quand on en parlait, quand on était plus jeune, de faire des jeux de rôle, donc quand on avait environ 11 ans, voilà, ça restait des projets pour quand on serait grand. Mais depuis, il a fait différentes écoles d'art, notamment à Toulouse, dont on est originaire. Et sa patte, en fait, est vraiment personnelle. Et ça fait des années que je lui dis que j'adore son travail. Donc voilà, Arthur, je le dis devant tout le monde, hein, comme ça tu es obligé de me croire. Ce côté personnel, en fait, la façon dont on voulait le travailler, le jeu de rôle, c'était un peu comme un carnet de voyage. Et petit à petit, ça a évolué, voilà, donc comme vous disiez, les différents encadrés, en fait, qui viennent accentuer chaque partie chaque chapitre, chaque partie du jeu de rôle, pour vraiment donner de l'ampleur et de la personnalisation sur chaque petit point de détail. Et les dessins d'Arthur sont magnifiquement adaptés pour ce travail-là, justement. On sait que c'est pas facile hein, de travailler que en noir et blanc, en nuances de gris, et tout au long du livre, on est assez bluffé par les illustrations, qu'elles soient toutes en noir et blanc ou qu'elles soient avec des dégradés. Les personnages sont assez fidèles. Enfin, on arrive facilement à rentrer dans l'univers du jeu. C'était voulu dès le départ de faire cet univers tout en noir et blanc, tout ce livre de règles. Alors, comme je disais, en fait, au début, on voulait le travailler un peu comme un carnet de voyage. Donc, au début, on pensait à de la couleur pour
tout faire selon un côté un peu parchemin, mais on a vite évolué sur le noir et blanc parce que je voyais, et Arthur aussi, que ces dessins se prêtaient vraiment au final à ces nuances. Donc oui, ça a vite assez évolué dans ce sens-là. J'imagine que passer de joueur à créateur de jeux de rôle, ça demande plusieurs années. Est-ce que vous avez été influencé par ce qu'on peut voir maintenant? Je citais rien que les deux exemples, que ce soit Thor de chez Marvel ou la série Viking, qui est quand même un très gros succès à la télé. Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que ça vous a influencé? Est-ce que ça a joué sur ce jeu de rôle? Alors pour le côté de Marvel, pas du tout, étant donné que Marvel, alors que j'adore, hein, voilà, Marvel, je suis un très grand fan, tout ce qui est Thor et Loki, leur histoire, j'adore, mais d'un point de vue purement mythologie viking, c'est bourré d'erreurs. Thor et Loki ne sont absolument pas frères. Loki est normalement le frère d'honneur d'Odin. Voilà, donc il y a pas mal d'erreurs comme ça. Même si, encore une fois, je le répète, j'adore. Pour Viking, oui, ça par contre, quand je regardais la série, ça me donnait des idées en fait pour ah tiens, ça, j'ai pas parlé de ça, c'est vrai que je pourrais par exemple tout ce qui est les bracelets sacrés qu'on voit dans la série, j'ai réalisé que j'en avais pas parlé, donc je l'ai rajouté. Donc c'est vrai que les influences extérieures aident à construire et à réaliser les petits oublis. Alors vous avez pris le parti de proposer ce jeu de rôle sur la plateforme Lulu, c'est-à-dire que comment ça se passe? On peut commander directement le jeu et il se fait au fur et à mesure des commandes, hein, c'est ça? Exactement, en fait. Quand on commande le jeu, il est imprimé vraiment au fur et à mesure. Donc il y a un tout petit peu plus de délai d'attente étant donné qu'il est imprimé juste pour vous. Donc il y a environ une petite semaine pour compter l'impression et après le temps que ça arrive jusqu'à chez vous. Mais du coup pour vous c'était sûrement plus simple parce qu'il n'y a pas de stock à gérer, hein. Exactement. Pour nous, en tant qu'amateurs vraiment dans ce milieu-là, on n'a pas eu, on n'a pas de locaux, on n'a aucune idée de combien il nous en fallait. C'est vrai que ce système de au fur et à mesure est vraiment parfait pour nous autres débutants. Maintenant il va falloir le faire découvrir à travers la France entière. Comment vous allez vous y prendre? C'est vrai qu'au final, ça, on n'y avait pas trop pensé. On a créé la page Facebook, je pense, environ un mois avant de sortir le jeu. Donc on s'y est pris un peu tard. On a été très content de l'engouement que ça a suscité et des différents retours et appels qu'on a eus, notamment par vous, aussi Philibert, qui nous a directement commandé des livres. Donc voilà, tous ces petits points nous aident à nous faire connaître et on espère, comme je disais, travailler un peu la communauté avec notre forum. Alors ça veut dire que vous allez sûrement devoir reprendre votre voiture, aller de salon de jeu de rôle en salon de jeu de rôle pour faire tester ce jeu? Eh bien, on l'espère en tout cas, Arthur comme moi. Là, pour le moment, c'est vrai qu'on n'en a pas encore trop parlé, enfin dans le détail en tout cas, mais c'est quelque chose qu'on espère faire par la suite. Je vous recommande tout particulièrement Les Royaumes de Midgard, ce jeu de rôle qui vous plongera dans l'univers viking avec les dieux qui vont avec Odin, Loki, Thor et tous les autres. Il y a une page Facebook qui s'appelle Les Royaumes de Midgard, Midgard. Et puis sur cette page, vous pouvez prendre contact avec Jonathan ou Arthur. Ils vous redirigeront facilement vers la page Lulu si vous voulez commander. On peut annoncer le prix du livre de règles? Oui, bien sûr. La version papier est à 25 € sans compter les frais de port de Lulu et la version PDF est à 9,99 €. Et puis donc, il y a un forum, vous l'avez dit, qui a été créé. Il y a une communauté généralement qui se génère autour de ces jeux de rôle, ce qui veut dire que arrivera prochainement un paravent, des extensions, des scénarios. Et puis pourquoi pas vous aussi qui nous écoutez, créer vos propres scénarios et les proposer. Jonathan Cohen, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce jeu de rôle, Les Royaumes de Midgard. Allez faire un tour sur la page Facebook et apprécier les illustrations d'Arthur Cavagné. Vous allez adorer ces illustrations en noir et blanc, sont tout simplement superbes. Merci beaucoup à vous, Jonathan. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup Xavier.